Lecture du texte Le racisme expliqué à ma fille par Tahar Benjeloun, épisode 4, lu par Emilio González et Léon Maravilla. S'il est volé par un arabe, il en conclura que tous les arabes sont des voleurs. Respecter autrui, c'est avoir le souci de la justice. Mais on peut raconter des histoires belges sans être raciste. Pour pouvoir se moquer des autres, il faut savoir rire de soi-même. Sinon, on n'a pas d'humour. L'humour est une force. C'est quoi l'humour? C'est le rire. Avoir le sens de l'humour, c'est savoir plaisanter et ne pas se prendre au sérieux. C'est faire ressortir en toute chose l'aspect qui conduit à rire ou à sourire. Un poète a dit, l'humour, c'est la politesse du désespoir. Et ce que les racistes ont le sens de l'humour, je veux dire de l'humour. C'est un bon lapsus. Avant, on utilisait le mot humour pour parler de l'humour. Non, les racistes n'ont pas le sens de l'humour. Quant à leur humour, elle est souvent méchant. Ils ne savent rire que méchamment des autres en montrant leurs défauts comme si eux-mêmes n'avaient pas. Quand les racistes rient, c'est pour montrer sa prétendue supériorité. En fait, ce qu'il montrait, c'est son ignorance et son degré de bêtise, ou sa volonté de nuire. Pour désigner les autres, il utilisera des termes hideux insultants. Par exemple, il appellera un arabe bourgnol, raton, bicotte, melon, un italien rital, un macaroni, un juif jupon, un noir nègre, etc. Quand on est bête, on est raciste? Non, mais quand on est raciste, on est bête. Donc, si je résume bien, le racisme vient de la peur, l'ignorance et la bêtise. Tu as raison, il faut que tu saches aussi ceci. On peut posséder le savoir et s'utiliser pour justifier le racisme. L'intelligence peut être utilisée au service d'une mauvaise cause, donc ce n'est pas aussi simple. Comment? Parfois, des jeunes éduqués et cultivés à la suite d'un malheur, le chômage par exemple, rendant des étrangers responsables de leur situation. Au fond d'eux-mêmes, ils savent que les étrangers n'y sont pour rien, mais ils ont besoin de porter leur colère sur quelqu'un. C'est ce qu'on appelle un bouc émissaire. C'est quoi un bouc émissaire? Il y a très longtemps, la communauté d'Israël choisissait un bouc qu'elle chargeait symboliquement de ses impuretés et de les lâcher dans le désert. Quand on veut faire retomber ces erreurs, c'est quelqu'un en choisit un bouc émissaire. En France, les racistes font croire que s'il y a une crise économique, c'est dû étrangers. Ils les accusent de prendre le travail et le pain des Français. Ainsi, le parti appelle le Front National, qui est un parti raciste, a collé sur tous les murs de France des affiches où il était écrit 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés en trop. Tu sais, un Français sur 100 est d'origine étrangère. Mais les immigrés sont eux aussi frappés par le chômage. Le père de soi, la cuisine de maman, n'a pas de travail depuis 2 ans. Il cherchait mais ne trouvait pas. Quelquefois, quand il téléphone pour un boulot, c'est d'accord parce quand il se présente, on lui dit que c'est trop tard. Tu as raison, mais les racistes sont des menteurs. Ils racontèrent n'importe quoi sans se soucier de la vérité. Ce qu'ils voulaient, c'est frapper les immigrations avec des slogans. Des études économiques ont démontré que cette équation, 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés en trop, est absolument fausse. Mais quelqu'un de malheureux, parce qu'il est sans emploi, est prêt à croire n'importe quelle sottise qui apaisera sa colère. Accuser des immigrés ne va pas lui donner du travail. Oui, évidemment, nous retrouvons l'apport de l'étranger, celui qui en charge des maux et des méfaits. C'est plus facile. Le raciste est quelqu'un qui pratique la mauvaise foi. La mauvaise foi? Je te donne un exemple. Un élève étranger a de mauvaises notes à l'école. Au lieu de s'en prendre à lui-même parce qu'il n'est pas assez travaillé, il dira que s'il a de mauvaises notes, c'est parce que l'institutrice est raciste.
C'est comme ma cousine Nadia. Elle a eu un avertissement et elle a dit à ses parents que le professeur n'est à moyen pas les arabes. Elle est gonflée. Je sais que c'est un mauvais élève. C'est ça la mauvaise foi. Mais Nadia n'est pas raciste. Elle utilisait un argument bête pour dégager sa part de responsabilité et cela ressemblait à la méthode des racistes. Donc, il faut ajouter à la peur, à l'ignorance et à la bêtise, la mauvaise foi. Oui, si je t'explique aujourd'hui comment on devient raciste, c'est parce que le racisme prend parfois des dimensions tragiques. Alors, ce n'est plus une simple question de méfiance ou de la jalousie à l'égard des gens appartenant à un groupe donné. Dans le passé, on a vu tout un peuple soumis à la loi du racisme et de l'extermination. C'est quoi l'extermination? Ça doit être horrible. C'est le fait de faire disparaître de manière radicale et définitive une communauté ou un groupe. Comment? On tue tout le monde? C'est ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque Hitler, le chef de l'Allemagne nazi, a décidé d'éliminer de la planète les Juifs et les Tisans, quand un Arabe, Hitler les a traités de derniers après les rapports. Il a réussi à brûler et d'arraser 6 millions de Juifs. Cela s'appelle un génocide. À la base, il y a une théorie raciste qui dit que les Juifs étant considérés comme des gens appartenant à une race impure, donc inférieure. Ils n'ont pas droit à la vie. Il faut les exterminer, c'est-à-dire les éliminer jusqu'à dernier. En Europe, les gouvernements qui avaient des Juifs parmi leur population devaient les dénoncer et les livrer aux nazis. Les Juifs qui devaient porter une intelligence sur la poitrine pour qu'on les reconnaisse. On a donné à ce racisme-là le nom d'antisémitisme. D'où vient ce mot? Il vient du terme sémite, qui désigne des groupes originaires d'Asie occidentale et parlant des langues proches, comme l'hébreu et l'arabe. C'est ainsi que les Juifs et les Arabes sont des Sémites. Alors, quand on est antisémite, on est aussi anti-arabe. En général, quand on parlait de l'antisémitisme, on désignait le racisme anti-juif. C'est un racisme particulier, puisqu'il a été pensé froidement et planifié de sorte à tuer tous les Juifs. Pour répondre plus directement à ta question, je dirais que celui qui est anti-juif est aussi anti-arabe. De toute façon, le raciste est celui qui n'aime pas les autres, qu'ils soient juifs, arabes, noirs. Si Hitler avait gagné la guerre, il se serait attaqué à presque toute l'humanité, car la race pure n'existe pas. C'est son non-sens. C'est impossible. C'est pour cela qu'il faut être extrêmement vigilant. Est-ce qu'un juif peut être raciste? Un juif pourrait être raciste, comme un arabe pourrait être raciste, comme un arménien pourrait être raciste, comme un signé pourrait être raciste, comme un homme de couleur pourrait être raciste. Il n'existe pas de groupe humain qui ne comporte en son sein des individus susceptibles d'avoir des sentiments et des comportements racistes, même quand on subit le racisme. Le fait d'avoir souffert de l'injustice ne rend pas forcément juste. Il en est de même pour le racisme. Un homme qui a été victime de racisme pourrait, dans certains cas, céder à la tentation raciste. Explique-moi ce que c'est qu'un génocide. C'est la destruction systématique et méthodique d'un groupe ethnique. Quelqu'un de puissant et fou décide froidement de tuer par tous les moyens toutes les personnes appartenant à un groupe humain donné. En général, ce sont les ethnies minoritaires qui sont souvent visées par ce genre de décision. Encore, un mot que je ne connais pas, c'est quoi une ethnie? C'est un groupe d'individus qui ont en commun une langue, des coutumes, des traditions, une civilisation qu'ils transmettent de génération en génération. C'est un peuple qui se reconnaît dans une identité précise. Les individus qui les composent peuvent être
éparpillés dans plusieurs pays. Donnez-moi des exemples. Les Juifs, les Berbères, les Arméniens, les Tisans, les Chaldéens, ceux qui parlaient l'araméen, les langues de Christ. Quand on n'est pas nombreux, on risque un génocide. L'histoire montre que les minorités, ceux qui ne sont pas nombreux, ont souvent été persécutés. Pour ne prendre que ce cycle des 1915, les Arméniens qui vivent dans les provinces orientales de l'Anatolie ont été pourchassés et massacrés par les Turcs. Plus de 1 million de morts sur une population totale de 1,8 million personnes. Ensuite, il y a eu les Juifs massacrés en Russie et en Pologne. On appelle ces massacres des pogroms. Juste après, plus de 5 millions de Juifs ont été tués par les nazis en Europe, dans des camps de concentration. Dès 1933, les nazis considèrent les Juifs comme une race négative, en sous-race, comme ils ont déclaré les Cigans, racialement inférieurs, et les ont aussi massacrés, 200 000 morts. Ça, c'était il y a longtemps, et maintenant, les massacres des minorités se poursuivent. Récemment, en 1995, les Serbes, au nom de ce qu'ils appellent la purification ethnique, ont massacré par milliards de bosniaques musulmans. Au Rwanda, les Hutus ont massacré les Tutsis, minoritaires favorisés et opposés par les Européens aux Hutus. Ce sont deux ethnies qui se font de la guerre depuis que les Belges ont colonisé la région des Grands Lacs de ces pays. Le colonialisme dont nous rappellerons a souvent divisé les populations pour revenir. Ce cycle, ma fille, a été généreux en massacres et en douleurs. Et au Maroc, il y a des Juifs. Je sais qu'il y a des Berbères, puisque maman est berbère. Au Maroc, les Juifs et les musulmans ont vécu presque un cycle ensemble. Les Juifs avaient leurs quartiers qu'on appelle Mela. Ils ne se mélangeaient pas avec les musulmans, mais ne se disputaient pas avec eux. Entre eux, il y avait un peu de méfiance, mais aussi du respect. Le plus important, c'est que lorsque les Juifs se faisaient massacrer en Europe, ils étaient protégés au Maroc. Au moment de l'occupation de la France par l'Allemand, le roi du Maroc, Mohamed V, a refusé de les livrer au maréchal Pétain, qui les lui réclamait pour les envoyer dans les camps de concentration des nazis. C'est-à-dire en enfer, il les a protégés. Le roi a répondu à Pétain: ce sont mes sujets, ce sont des citoyens marocains. Ici, ils sont chez eux. Ils sont en sécurité. Je me marche à les protéger. Les Juifs marocains qui sont éparpillés dans le monde l'amènent beaucoup. Aujourd'hui, il restait quelques milliards de Juifs au Maroc, et ceux qui sont partis amènent y revenir. C'est les pays arabes et musulmans qui comptent le plus de Juifs sur son sol. Tu sais comment les Juifs marocains appellent ce fruit? En petite ville au sud des Fès, ils l'appellent la Petite Jérusalem. Mais pourquoi sont-ils partis? Quand le Maroc est devenu indépendant en 1960,
1946, ils ont eu peur, ne sachant pas ce qu'il allait se passer. Des Juifs qui étaient déjà installés en Israël les inciteraient à les rejoindre. Ensuite, les guerres de 1967 et de 1963 entre Israël et les pays arabes ont fini par les décider à quitter leur pays natal pour aller soit en Israël, soit en Europe ou en Amérique du Nord. Mais les Marocains musulmans retiennent ces départs parce que pendant plus de 1000 ans, Juifs et musulmans ont vécu dans le pays. Il existe des chants et des poèmes qui ont été composés en arabe par des Juifs et des musulmans. C'est une preuve de la bonne entente entre les deux communautés. Alors les Marocains ne sont pas racistes. Cette affirmation n'a pas de sens. Il n'existe pas de peuple raciste ou non raciste dans sa globalité. Les Marocains sont comme tout le monde. Parmi eux, on raconte des gens racistes et des gens non racistes. Amènent les étrangers, ils sont connus pour leurs traditions d'hospitalité. Ils amènent accueillir les étrangers de passage, leur montrer le pays, leur faire goûter leur cuisine. De tout temps, les familles marocaines ont été hospitalières. Cela est aussi valable pour les autres maghrébins, pour les Arabes du désert, les Bédouins, les nomades, etc. Mais certains Marocains ont un comportement condamnable, notamment avec les Noirs. Pourquoi les Noirs? Parce que dans les temps anciens, des commerçants marocains partaient faire des affaires en Afrique. Ils pour les Arabes du désert, les Bédouins, les nomades, etc. Mais certains Marocains ont un comportement condamnable, notamment avec les Noirs. Pourquoi les Noirs? Parce que dans les temps anciens, des commerçants marocains partaient faire des affaires en Afrique. Ils commerçaient avec le Sénégal, le Mali, le Soudan, la Guinée et certains ramenaient avec eux des femmes noires. Les enfants qu'ils faisaient avec elles étaient souvent maltraités par les pousses blanches et par ses enfants. Mon oncle avait 2 femmes noires. J'ai des croissants noirs. Je me souviens qu'ils ne mangeaient pas avec nous. On a pris l'habitude d'appeler les noirs habites esclaves. Bien avant les Marocains, des Européens blancs considéraient les Noirs comme un animal à part comme les cygnes. Buffon, 1788. Cet homme, pourtant très savant, disait aussi: les Noirs sont inférieurs. C'est normal qu'ils soient soumis à l'esclavage. L'esclavage a été aboli à peu près partout dans le monde, mais il persiste sous des formes désignées ici ou là. C'est comme dans ces films américains où les patrons blancs fuient des Noirs. Les Noirs américains sont des descendants des esclaves que les premiers immigrés installés en Amérique allaient
à chercher en Afrique. L'esclavage est le droit de propriété appliqué à un être humain. L'esclave est totalement privé de liberté. Il appartient corps et âme à celui qui l'a acheté. Le racisme contre les Noirs a été et continue d'être très virulent en Amérique. Les Noirs ont mené des luttes terribles pour obtenir des droits. Avant, dans certains États, les Noirs n'avaient pas le droit de nager dans la même piscine que les Blancs. Pas le droit d'utiliser les mêmes toilettes que les Blancs, ni d'être enterrés dans le même cimetière que celui des Blancs. Pas le droit de monter dans le même autobus ou de fréquenter les mêmes écoles que les Blancs. En 1957, à Little Rock, une petite ville du sud des États-Unis, il a fallu l'intervention du président Eisenhower, de la police et de l'armée pour que 9 enfants noirs puissent entrer à la Central High School, en école pour blancs. La lutte pour les droits des Noirs n'a pas cessé malgré l'assassinat en 1968 à Atlanta, dont des grands initiateurs de cette lutte, Martin Luther King. Aujourd'hui, les choses commencent à changer. C'est comme en Afrique du Sud où les Blancs et les Noirs vivaient séparés. C'est ce qu'on appelait l'apartheid. Les Noirs, plus nombreux, étaient discriminés par la minorité blanche qui dirigeait le pays. Il faut que je te dise aussi que les Noirs sont comme tout le monde, et aussi ont des comportements racistes à l'égard des personnes différentes d'eux. Le fait qu'ils soient souvent victimes de discrimination raciale n'empêche pas certains d'être ou d'être racistes. Tu as dit tout à l'heure que le colonialisme divisait les gens. C'est quoi le colonialisme? C'est aussi du racisme? Au 14e siècle, des pays européens comme la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, le Portugal ont occupé militairement des pays africains et asiatiques. Le colonialisme est en domination. Les colonialistes considéraient qu'il est de son devoir, en tant qu'hommes blancs et civilisés, d'aller apporter la civilisation à des races inférieures. Ils pensaient par exemple qu'un Africain, du fait qu'il est noir, a moins d'aptitudes intellectuelles qu'un blanc. Autrement dit, qu'il est moins intelligent qu'un blanc. Le colonialisme est raciste. Il est raciste et dominateur. Quand on est dominé par un autre pays, on n'est pas libre. On perd son indépendance. Ainsi, l'Algérie, jusqu'en 1962, était considérée comme une partie de la France. Ses richesses ont été exploitées et ses habitants privés de liberté. Les Français ont débarqué en Algérie en 1830 et se sont emparés de tous les pays. Ceux qui ne voulaient pas de cette domination étaient pourchassés, arrêtés et même tués. Le colonialisme est un racisme à l'échelle de l'État.